Dernière émission de l'année 2020. Bonjour et merci pour votre fidélité durant toute cette année 2020, une année électorale au Togo, mais aussi dans plusieurs pays africains. Les présidents sortants l'ont tous emporté dès le premier tour. Les peuples ouest-africains seraient-ils devenus les plus heureux du continent au point de ne laisser aucun doute à propos de leur adhésion aux politiques en cours dans leurs différents pays? La mode du troisième mandat s'est invitée, telle une nouvelle danse, comme savent les inventer les Ivoiriens. Alassane Ouattara a dansé pour le un coup KO. Il désignera plus tard Fagne Singbe ayant déjà dépassé le fameux troisième mandat comme un jeune doyen de la sous-région. La sous-région ouest-africaine était un modèle comparé à l'Afrique centrale. Des Sassou Nguesso, Paul Biya, Idriss Déby ou encore Théodoro Obiang Nguema solidement entrés dans leur fauteuil présidentiel. La fierté ouest-africaine aura-t-elle vécu? Même le Ghana n'a pas résisté à l'attrait des élections contestées. Cette semaine, des manifestants contestataires ont fait face à Accra aux forces anti-émeutes. La déferlante rouge a fait penser un moment aux manifestants C14 du Togo. Depuis quelque temps, le Togo ne manifeste plus. Les rues sont fermées à la contestation. La dernière initiative de la dynamique Monseigneur Podio du mois de novembre n'a pas connu de meilleur sort. Pire, Madame Brigitte Adjabagbo-Johnson et Gérard Djossou passeront plus de 2 semaines en détention pour tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les deux opposants sont sortis cette semaine libres et sous contrôle judiciaire. Cette mise en liberté répond visiblement aux nombreuses demandes des associations du clergé et des partis politiques. Issus ou non de la DMK, plusieurs leaders ont exigé la libération de leurs collègues. Cette exigence a même ponctué la tenue en début de semaine d'une concertation entre autorités et acteurs politiques en vue de l'organisation des élections régionales. Qu'est-ce que ces élections vont apporter au Togo? UNI va-t-elle les remporter aussi? Vainqueur des dernières élections organisées dans le pays, le parti au pouvoir se dit d'ailleurs prêt à prendre part au scrutin. Quelle est la réalité au sein des oppositions du Togo? Occupé ces derniers temps à parler de remobilisation, les oppositions ont commencé par redonner de la voix. Au moment où le monde se prépare à finir l'année, le Togo se reconfine partiellement. Les autorités serrent un peu plus les vis autour des libertés de mouvement durant les nuits. Le couvre-feu fait son retour, les fêtes se feront durant la journée. Les Togolais danseront chez eux. Les places des fêtes éliront domicile dans les familles. Mais comment, dans l'ensemble, les Togolais accueillent-ils les nouvelles mesures à la fin d'une année dominée par le coronavirus? Quel bilan fait-on dans les familles, dans les entreprises et au sommet de l'État? L'État de la nation reste une préoccupation pour le Togolais lambda. Le président de la République refera-t-il une adresse pour le situer? C'est avec le professeur Komi Oulou du PSR que nous allons animer l'émission de ce jour. Elle est mise en onde par Romaric Freitas. Pour nous joindre dans 45 minutes, composez le 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Oulou Komi, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir invités. Moi, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité toute cette année à répondre à nos sollicitations. Merci. Je rappelle que vous avez été candidat pour cette année 2020 qui s'achève. Cette année a été une année électorale au Togo. Est-ce que pour vous, personnellement, le fait d'avoir participé à l'élection a été le fait majeur de l'année, personnellement? Disons que la participation aux élections présidentielles est un événement, c'est vrai, mais ce n'est pas une fin en soi. On le fait dans l'objectif d'atteindre un résultat et surtout faire avancer les choses dans le pays. De sorte que nous ne pourrions pas considérer cela comme l'événement majeur, étant entendu surtout que les choses ne se sont pas passées dans les conditions idéales. Voilà. L'idéal aurait été? L'idéal aurait été des élections plus transparentes et à l'issue desquelles le vainqueur serait félicité par les autres candidats. Et pour qu'il en soit ainsi, il aurait fallu que certaines conditions soient remplies. Malheureusement, ces élections n'ont pas répondu à ces critères, de sorte que finalement, on ne peut pas s'en réjouir. Et on serait heureux d'en arriver un jour où, après les élections, et parce que les circonstances l'ont permis et que les choses ont été transparentes, et que nous puissions ensemble dire à celui qui a gagné, et bravo, et travaille dans l'intérêt de nous tous. Et sa légitimité aussi permettrait une adhésion totale donc de la population
et nous serions tournés vers des réflexions qui permettent le développement de notre pays plutôt que dans des contestations politiques ou la réclamation des conditions d'élections transparentes comme si c'était un perpétuel recommencement. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander comme question. C'est une tradition que les élections soient contestées. Donc, ce qui s'est passé cette année, est-ce que cela ne s'inscrit pas tout simplement naturellement dans cette tradition-là? Oui, il faut entretenir la tradition lorsqu'elle est bonne. Lorsqu'elle est mauvaise, il faut essayer de rompre avec. Et je crois que de ce point de vue, et cette tradition n'honore pas notre pays, cette tradition n'honore pas le gouvernement, cette tradition n'honore pas la classe politique. Il faudrait qu'on puisse trouver définitivement une solution et qu'on ne soit plus dans cette situation. Et même si je suis de l'opposition, moi je serais toujours heureux qu'on dise du bien de mon pays, qu'on dise que c'est un pays démocratique, même si je suis dans l'opposition ou de l'opposition, et moi je serais heureux qu'on dise du bien de mon pays. Et malheureusement, et moi-même je ne peux pas de ce point de vue dire du bien de mon pays. Et lorsque je ne peux pas le dire, je ne peux pas attendre de quelqu'un d'autre, d'un étranger qui puisse dire du bien de mon pays relativement donc au processus électoral et à la démocratie de façon générale dans mon pays. Oui, c'est vrai qu'il y a eu les contestations des chiffres qui ont été annoncés officiellement par les autorités. Mais ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a cette accalmie qui est quand même quelque chose qui n'est pas courant dans notre pays, politiquement parlant. Et cette année 2020, on a connu moins de grabuge, notamment dans les rues. Oui, cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs, je pourrais dire, c'est aussi, il ne faut pas se voiler la face, cette division qu'il y a eu au sein de l'opposition. Parce qu'à un moment donné, on dirait que certains acteurs de l'opposition ont oublié leur adversaire et que c'était plutôt les autres partis de l'opposition qui étaient leurs adversaires. Dès lors qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas une convergence du point de vue d'un respect mutuel, d'une certaine façon de faire, je crois que l'opposition se fragilise. Et si l'opposition est fragilisée, vous verrez que, évidemment, on ne peut pas obtenir ces rassemblements, ces regroupements qui puissent permettre d'avancer. Premier facteur. Deuxième facteur, peut-être également, il faut prendre en considération cette crise sanitaire qui a joué un rôle essentiel aussi. Et la velléité du gouvernement, il ne faut pas l'oublier aussi, à faire taire les manifestations. Et je crois que les lois qu'ils avaient votées entre-temps attestent clairement cette volonté donc du gouvernement de ne pas admettre des manifestations, même si ces manifestations s'inscrivent dans la légalité. Et là également, je pourrais dire que c'est une erreur de la part du gouvernement, parce que les libertés fondamentales dans un pays doivent être respectées. Et l'image même du gouvernement, l'image même du pays en dépend. Voilà. Vous pensez que face à cette pandémie, si vous étiez chef de l'État, vous laisserez les Togolais manifester comme ils le veulent, comme ils l'ont toujours fait dans les rues? Non, ce n'est pas manifester comme ils le veulent. Et on peut manifester en prenant des mesures et des précautions, des mesures barrières. Et c'est possible. Et le fait, et disons qu'avant ces interdictions avaient lieu, avant même la crise sanitaire, la crise certainement y a contribué, mais les interdictions et les limitations, les restrictions excessives existaient avant la crise que nous connaissons. Voilà. Depuis le 22 février, donc, il y a eu cette élection toute l'année. On parlera, on a parlé de cette élection qui a eu lieu. Et il y a eu un vainqueur, c'est Fonia Singbe, officiellement déclaré par la CENI. Est-ce que vous avez changé, vous avez senti des changements en ce début de mandat? Est-ce que vous avez dans le comportement de l'actuel chef de l'État, dans les initiatives qui sont prises notamment par le gouvernement, est-ce que vous avez noté des changements en rapport avec les mandats passés? Sincèrement, moi je n'ai pas constaté grand-chose. C'est vrai que juste après ces élections, ces problèmes de la crise sanitaire est arrivé. Donc le gouvernement devait faire face à cette crise sanitaire et des mesures avaient été prises et je vais dire que
dans leurs principes, dans l'ensemble, et certaines de ces mesures étaient à louer, mais dans leur mise en œuvre, il y avait des problèmes, évidents, et de sorte que peut-être cette concentration des énergies sur cette question de crise qui a fait peut-être les écoles ont été fermées, et ensuite, en tout cas, toutes les difficultés suscitées par cette crise, peut-être expliquent qu'on n'ait pas vu un réel changement. Mais pour voir une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation, et qu'on sente qu'il y a un changement réel, radical, et j'avoue que je n'en ai pas. Oui, mais en fait, quand vous parlez de changement radical, le fait d'avoir une femme comme Premier ministre, est-ce que ce n'est pas un changement radical? Bon, vous savez, et cette question fondée sur le sexe ou bien le genre ne m'emballe pas trop. Parce que ce n'est pas parce qu'on met une femme à la tête des institutions que forcément on va obtenir des résultats. Je ne crois pas qu'on puisse faire une distinction vraiment, une discrimination entre hommes et femmes. Je sais que les femmes sont capables de tout. Elles sont capables de bien travailler. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a mis une femme là-bas qui me meut, mais j'attends, je verrai concrètement ce qui sera fait. Mais j'avais eu à le dire lorsqu'on avait nommé déjà le Premier ministre Klasu, qui avait beaucoup duré, en disant que peu importe la qualité de celui qu'on mettra donc à la primature, si le système même ne change pas dans sa philosophie, dans sa conception, et vous verrez que les efforts de la personne, et à supposer qu'elle en ait, et qu'elle désire le faire, ces efforts seront inhibés, certainement. Donc, il faut une nouvelle mentalité, il faut un nouveau choix politique, de décider de faire autrement les choses. Et vous savez, c'est cette volonté politique à la base, cette façon de concevoir autrement la politique qui fera que celui qu'on mettra là-bas pourra effectivement déployer avec succès ses capacités. Quand on parle de changement, en réalité, sur les premiers jours de ce gouvernement, le fait que chaque mercredi maintenant, ou chaque semaine, ou presque, il y a un conseil des ministres et la façon de rendre compte même des décisions qui sont prises à l'issue de ces conseils des ministres, pour vous, est-ce que ce n'est pas des changements? Vous savez, le changement serait celui qui impacterait le quotidien des Togolais. Pour moi, c'est ça, ce véritable changement, qui impacterait le quotidien des Togolais, qui me permettrait de savoir que, relativement à la gestion des biens de l'État, relativement à la gouvernance politique, gouvernance sociale, gouvernance économique, en réalité, il y a un véritable changement. Et c'est ce que je suis en train de dire. Notre problème est un problème d'abord de mentalité. Et si cette volonté politique existe, bien évidemment, en ce moment, les choses pourraient avancer. Pour vous, rendre compte comme c'est fait maintenant, ce n'est pas une priorité. Non, là, rendre compte, c'est surtout rendre compte des gestions économiques. Rendre compte par rapport à ces questions de détournement dont on a souvent parlé, des gestions de fonds, etc. Il faut creuser. Et c'est surtout cela que les Togolais attendent. Comment les biens de l'État sont gérés. Et ensuite, relativement à la situation des Togolais, l'amélioration concrète de leur situation. Et donc, on ne va pas rester dans un aspect global que je pourrais appeler macroéconomique, mais il faudrait aussi voir les incidences concrètes et tous les jours sur le quotidien des Togolais. Et je crois que de ce point de vue, je n'en ai pas vraiment, je n'ai pas vu une évolution, et c'est ce que nous avions toujours dit. C'est comme si il y avait deux Togos, ceux qui nous dirigent en réalité ne connaissent pas les difficultés quotidiennes, les problèmes auxquels les Togolais sont quotidiennement confrontés. Et que eux, ils sont dans l'opulence, ils ont les moyens, et de sorte que parfois quand on parle des difficultés, de certaines difficultés, c'est comme si c'était des mensonges. Oui, quand on parlait des difficultés, par exemple, les autorités, selon les chiffres de l'INSED, on dit récemment que la pauvreté a reculé dans le pays. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un fait qu'il faudrait saluer? Et vous savez, tout dépend des critères ou bien la façon dont les choses ont été évaluées. Allez demander aux Togolais, dans ces situations de crise surtout, ou parfois même pour manger, les gens ont des difficultés. Les chiffres ne permettent pas
en tout cas d'arrêter la faim dans les foyers. Ce ne sont pas ces chiffres-là qui me meuvent, mais le vécu des Togolais, c'est ça l'élément essentiel. Et vous savez, tout dépend de la façon dont on a évalué les choses relativement aux chiffres. Et les chiffres peuvent permettre effectivement de rendre compte de la réalité, comme les chiffres peuvent permettre également de mentir. Quand on donne parfois le taux de chômage au Togo, qui est presque insignifiant, le Togo où il y a moins de chômage possible, et alors que vous avez vu des gens que vous avez formés qui sont toujours à la recherche d'un emploi. Vous voyez des gens qui vous côtoient avec des difficultés et face parfois à certaines affirmations, vous vous demandez si c'est vous qui ignoriez les réalités que vous vivez. Voilà. Vous êtes responsable politique, sans doute que vous avez des contacts avec vos militants à la base. Quand ils vous approchent, qu'est-ce qu'ils vous soumettent comme doléance, comme difficulté? Non, vous voyez, aujourd'hui, relativement à leur vie personnelle, vous voyez des gens qui sont malades, qui n'ont pas de quoi se soigner. Vous voyez des gens, peut-être des jeunes, qui n'ont pas de quoi payer leur loyer et qu'on met parfois dehors. Des jeunes qui ont des problèmes d'inscription. Et ces problèmes, des gens qui sont malades pour peu de choses, qui ne peuvent pas se soigner. Vous voyez, quand vous êtes responsable politique, vous êtes exposé aussi à des actions sociales avec vos moyens maigres, les maigres moyens dont nous disposons. Et donc, ce sont ces éléments qui vous permettent de vous rendre compte de la réalité. Et je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas tout dire. Dans le cas d'une activité où on a balancé 4 000, 3 000 à certaines personnes, et si vous voyez leur réaction par rapport à cette somme qu'ils ont obtenue, c'est comme s'il y avait longtemps qu'ils n'avaient jamais eu ce montant de leurs mains. Si nous sommes dans un pays dans lequel les choses se passent bien, le minimum possible, on devrait pouvoir le fournir à chacun d'entre nous. C'est le but de toute action politique, améliorer sensiblement la condition des Togolais. Nous ne dirons pas qu'il y aura un jour un président au Togo qui ferait disparaître la pauvreté. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des pauvres. Mais il faut que les pauvres deviennent de moins en moins pauvres. Et que ceux qui sont riches, bien évidemment, s'ils deviennent riches, il ne faut pas qu'un écart se creuse. Et en tout cas, mener une vie décente voudrait dire que le minimum possible dont on a besoin pour avoir cette dignité humaine, il faut l'avoir. Dès lors que vous trouvez des jeunes qui n'ont pas de quoi manger, vous trouvez des jeunes qui ont des difficultés, même ne serait-ce que pour des loyers de 7 000 francs à pouvoir les payer, des jeunes qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner, bien évidemment, ce n'est pas une vie décente. Vous parlez des difficultés et donc vous faites allusion à une activité qui a été organisée récemment. Cette activité, c'est celle de votre parti ou c'est une activité des autorités? Quand vous faites allusion aux 4 000 francs qui ont été distribués. Je préfère ne pas en dire davantage, puisque ce n'est pas une activité des autorités. Je préfère ne pas en dire davantage. C'est à Lomé? Voilà. C'est à Lomé? Disons que c'est au Togo. Voilà. Parce qu'on sait très bien quand même que les rapports que les Togolais de Lomé ont avec l'argent, ces rapports-là peuvent être différents entre Lomé et l'intérieur du pays. C'est pourquoi je pose la question. D'accord. En tout cas, cette affirmation est vérifiée. Mais vous savez, c'est relativement au niveau de vie de la personne. Quand une personne, durant toute une année, n'est jamais parvenue à avoir un billet de 5 000 francs entre les mains, lorsqu'on lui donne 2 000 francs, on devient peut-être, provisoirement, peut-être son sauveur. Voilà. C'est clair. C'est vrai qu'on parlait de l'élection présidentielle au Togo qui a eu lieu en début d'année et on parlait de votre participation. On parlait aussi de Faure Gnassingbé qui a été déclaré vainqueur de cette élection. Et puis cette semaine, il y a eu cette phrase que nous empruntons à Alassane Ouattara qui désignait Faure Gnassingbé comme le jeune doyen. Est-ce que c'est quelque chose qui est honorable ou pas pour notre chef de l'État? Honnêtement, sincèrement, je ne sais pas comment lui il le prend. Pour moi, ce n'est pas honorable en réalité. Vous savez, le monde évolue, le monde change. Il faudrait que le président de la République intègre ce paramètre en se disant, j'ai dirigé le pays. Ce n'est pas une joie de dire que c'est le plus jeune, mais c'est notre doyen. Parce que vous savez, durer au pouvoir, ce n'est pas ça la finalité, ou bien c'est parce qu'on peut louer.
qu'est-ce qu'on a pu faire du pouvoir que l'on a. Et ensuite, comment ce pouvoir a pu, sera transmis. Quand il dit sera transmis, c'est par rapport à la succession. Et si ça se fait dans de bonnes conditions, vous partez, vous aurez une conscience tranquille. Et donc, intégrer ce paramètre en se disant, je suis venu, je vais partir, il faut que je laisse le pays dans de bonnes conditions. Et ça doit être en réalité l'un de ses objectifs. Et les conditions, les circonstances dans lesquelles il est entré dans la vie politique au Togo, je prends son premier mandat, les Togolais ne l'ont pas oublié. C'est lui qui devrait ou qui peut faire oublier cela par rapport à son comportement, par rapport à ce qui a pu se faire. Et donc, je l'exhorte et sincèrement à envisager cette possibilité en se disant qu'il y a une vie après le pouvoir. Et une vie, moi j'en suis convaincu, très heureuse. D'autant plus que le président de la République, il est jeune. En sa qualité de chef de l'État, s'il devient un ancien chef de l'État, les moyens ne lui manqueront jamais, même à supposer qu'il n'en ait pas lui-même. Le Togo qu'il a eu à diriger dans le cadre d'un statut des anciens chefs d'État devrait mettre à sa disposition, comme il se doit. Ce n'est pas une faveur qui lui sera faite, mais c'est un droit. Ce serait pour lui un droit qu'on mette à sa disposition les moyens lui permettant de mener une existence décente jusqu'à la fin de ses jours. Et avec ces moyens également, il peut faire d'autres activités et devenir un homme totalement libre, en quelque sorte. Non, mais en fait, c'est ce qui n'est pas libre là. Vous savez, quand on est chef de l'État également, il y a de réelles contraintes. Il ne faut pas se le cacher. Et il est là avec les honneurs, etc. Mais aussi, ce sont de réelles contraintes. Il ne peut pas faire ce que ferait un simple citoyen. Et il y a des déplacements qu'il ne pourra pas faire. La vie du simple citoyen, même s'il a envie de le faire, il mettra certaines limites. Donc, il peut devenir un homme entièrement libre et moins exposé. Parce que aujourd'hui, un chef de l'État qui sort doit être protégé. Même si lui ne le veut pas, il faudrait qu'il en soit ainsi, dans l'intérêt de tous les Togolais. Il deviendra un citoyen normal, avec ses moyens, toutes les libertés, et si nécessaire, et je crois d'ailleurs que ça devrait s'imposer sur des questions essentielles, le président viendra le consulter, puisque on ne fait pas 20 ans au pouvoir en partant sans avoir la connaissance de certains dossiers, sans avoir une certaine expérience. Donc, dans certaines situations, il sera consulté et il apportera aussi sa contribution. Mais quand on parlait de 20 ans au pouvoir, cela doit supposer à vous écouter que c'est son dernier mandat. C'est largement souhaitable. Et je crois que ce serait raisonnable de sa part de le décider ainsi. Que personne ne le lui demande, ce serait raisonnable de sa part. Et il pourrait même préparer sa succession. Ce serait raisonnable de sa part. Et je crois que ce ne serait pas illégitime de notre part d'attendre cela de lui. Nous parlons de Fogna Singbe parce qu'il était à Abidjan, parce qu'il avait été désigné par Alassane Ouattara comme étant le jeune doyen. Et on parlait de Fogna Singbe parce qu'il y avait eu au Togo en début d'année une élection présidentielle, une élection qui a continué par jouer les prolongations dans une certaine mesure, puisque à la fin du mois dernier, la dynamique Monseigneur Podio devait organiser une manifestation à Lomé. Cette manifestation avait été interdite. La suite de l'histoire, on la connaît avec les arrestations de deux responsables de ce parti, Adjamabo Johnson et puis Gérard Diossou, qui ont été détenus. Ils ont été libérés cette semaine. Est-ce qu'on doit dire ouf? Ouf, de toute façon, dès lors qu'on les libère, même sous contrôle judiciaire, nous dirons qu'il y a un soulagement. Mais il faut aller déjà à l'origine pour savoir si cette arrestation même ne pose pas de réels problèmes. Et parler de l'atteinte à la sécurité de l'État, c'est quelque chose de très 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 grave en principe. Et vous savez, je ne suis pas dans le dossier. Je n'ai pas les éléments du dossier. Mais je peux par analogie faire des affirmations ici. C'est vrai, ce ne sont que des analyses. Vous savez, lorsqu'on arrête des gens dans notre pays, la présomption d'innocence n'est même pas respectée. On les présente à la télé. Dès lors qu'on a quelques éléments de preuve, parfois des couteaux, parfois des amulettes, pour pouvoir dire que voici les éléments que l'on a contre ces personnes. Rappelez-vous
Il y a même eu dans le cas des incendies ici que les gens, il y a eu des preuves parce qu'ils se seraient rendus dans les cimetières pour faire un certain nombre de choses. Quand vous voyez ce passé de notre pays et qu'on arrête ces deux personnes et qu'on ne nous montre aucun élément, c'est qu'ils n'en ont pas. Je fais cette déduction. S'ils avaient des éléments déterminants, ils auraient montré ça à la presse. Lesquels, par exemple, dans un tel dossier, qu'est-ce qui peut donner force à des accusations dans le genre? Les instruments qu'ils ont pu découvrir. Est-ce que ce sont des armes? Est-ce que ce sont des bombes? Est-ce que c'est un discours qu'ils ont préparé quand ils vont prendre le pouvoir pour lire ce discours, etc. Il aurait dit qu'on a découvert ceci, un enregistrement et qui parlait de l'attaque de la présidence. L'attaque, s'ils avaient ces éléments, ils nous les auraient donnés. De sorte que, à mon sens, c'est qu'ils n'en ont pas. Ok. Mais s'ils en ont, il y aura un jour, le moment venu, ils vont les montrer. Mais on peut, puisque j'ai dit, je ne suis pas dans le dossier, je ne suis pas avocat, je n'ai pas ces éléments, mais supposons qu'ils aient des éléments. La façon même d'arrêter ces personnes. Mais nos autorités doivent arrêter de se comporter comme s'ils étaient hors la loi. Et ce n'est même pas dans l'intérêt du gouvernement de se comporter de cette façon. Ils ont les procureurs à leur disposition. Ils ont des juges d'instruction à leur disposition. Ils peuvent délivrer des mandats pour pouvoir arrêter des personnes. Mais ils ne le font pas. Et ils se comportent comme des hors-la-loi. Ce n'est pas normal. Et ils font des perquisitions sans mandat. Et même lorsqu'ils vont faire ces perquisitions, ce n'est pas simplement dans ce cas. Par le passé, on a eu cela. On a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux où ils ont cassé les armoires vitrées. On a vu, ils ont mis tout un désordre dans la salle. Mais quel est ce comportement? Ceux-là qui sont censés nous représenter, parce qu'ils agissent, je suppose, au nom de l'État togolais. Donc, ils sont censés nous représenter, mais qu'ils agissent au moins dans la légalité, qui donne une certaine apparence de légalité. Quand ils se comportent comme ça, moi, ça me fait mal pour mon pays. Et que celui qui verra un tel comportement va dire, mais ceux-là, ils n'ont aucun sens. Mais ils sont entourés de nombreux juristes. Ils ont les moyens d'habiller cela d'une certaine façon, même s'ils voulaient arrêter des personnes. Mais ce n'est pas normal. Le droit de propriété est un droit fondamental. Ils ne peuvent pas arrêter les gens, casser les choses de cette façon. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on est obligé d'habiller une situation? En fait, vous voulez d'utiliser le verbe habiller, c'est pourquoi je pose la question. Oui, ce que je voudrais dire, à supposer même qu'ils veulent mettre la justice à leur service, mais il faut qu'ils le fassent avec élégance. Et on peut arrêter les gens dans la légalité, présenter des mandats. Quand vous prenez le premier qui a été arrêté, je crois qu'il était en circulation. Quand on le braque, on dit rentre dans cette voiture, on le conduit chez lui, sans qu'ils aient montré de mandat à la personne. Et je crois que pour Mme Amalia Jamadbo, elle n'a pas été convoquée. Elle était allée pour rendre visite au moment où on l'a prise également. Ouais, il y a des éléments que je ne comprends pas. Et ils peuvent se comporter d'une certaine façon, peut-être même atteindre leurs objectifs en donnant ne serait-ce qu'une apparence de légalité. Et je ne sais pas si ceux qui font ces choses-là connaissent la loi ou ne le connaissent pas. Et c'est le devoir du ministre de la Justice de pouvoir les rappeler à l'ordre. C'est son devoir. Et je demande au chef de l'État également qu'il puisse s'occuper de cela parce que cela ne l'honore pas. Moralement, c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. Voilà. L'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, en réalité, ce n'est pas la première fois qu'on entend l'utilisation, qu'on a en face, ou qu'on est en face de telles accusations dans notre pays. Vous êtes de l'opposition, ça fait beaucoup d'années déjà. Est-ce que dans vos discussions, dans vos réunions, face à la difficulté à accéder au pouvoir, est-ce que vous est venu à l'idée, par exemple, d'accéder au pouvoir par d'autres moyens, autres que par les élections? Vous savez, ceux qui en parlent, ou bien si quelqu'un en parle, je me dis que certainement qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment les choses doivent se passer. Et si je dois arriver au pouvoir par d'autres moyens, il me faut des armes, par exemple, puisque c'est l'autre alternative. Mais vous savez combien on vend les armes? Où est-ce que vous trouverez ces armes? Et lorsque vous aurez trouvé ces armes, vous devez trouver des gens qui vont tirer ces armes, non? Vous les entraînez, mais les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. En réalité, moi je ne suis pas militaire, je n'ai pas les éléments, mais
ma réflexion en tant qu'individu me permet de dire que nous n'en avons pas les moyens. Moi, je n'en ai même pas les moyens. Et si c'était mon option, je ne créerais pas de parti politique. Un parti politique, c'est conquérir le pouvoir par les urnes. Et c'est en réalité ce à quoi je me suis engagé. De sorte que dans nos regroupements, en tout cas les regroupements auxquels moi j'ai pris part, cette question n'a jamais été abordée. Bon, si dans ces regroupements, il y a eu des sous-regroupements, éventuellement, ce que, en tout cas, cela ne m'engage pas puisque ce n'est plus dans le regroupement. Si des gens ont pu en parler, je n'en sais rien, mais moi, les regroupements dans lesquels je suis, nous n'avons jamais parlé et ce n'est pas l'option de mon parti politique. Les deux personnalités sont placées sous contrôle judiciaire. En réalité, beaucoup de Togolais ne comprennent pas. Et beaucoup applaudissent cette libération. Mais il y a certains qui commencent par se poser des questions. Qu'est-ce que c'est le contrôle judiciaire? Non, en réalité, il y aura une restriction, en quelque sorte, de certains droits. Vous voyez, tout Togolais a le droit d'aller et de revenir, par exemple. Et n'est pas obligé de se présenter aux autorités judiciaires. Mais quand on les place sous contrôle judiciaire, on leur impose un certain nombre d'obligations. L'obligation peut-être de répondre à des fréquences données, de se présenter devant les autorités, etc., de limiter leurs déplacements. Et certains déplacements ne pourront pas être faits sans qu'ils n'aient averti les autorités, alors que le principe aurait voulu que l'on soit libre de ces mouvements, d'aller et de revenir. C'est ce que la constitution togolaise prévoit. Mais dès lors qu'ils sont dans cette situation, la justice leur impose une certaine limitation de leurs droits. Avec l'arrestation, on a entendu beaucoup de commentaires. Et parmi ces commentaires, il y a celle-là qui revient il y a celui-là qui revient très souvent. Le retour aux pratiques des années passées, aux pratiques des années de plomb. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Vous savez, si on a ce sentiment, c'est légitime, c'est justifié. Dès lors que, comme je viens de le dire, l'atteinte à la sécurité de l'État, parce que les gens ont voulu organiser des manifestations, et je crois que c'est gênant. Je crois que c'est gênant. Et parfois, je réfléchis, est-ce que le chef de l'État, en quelque sorte, ratifie après, ou il est informé de ces choses avant qu'on ne procède à ces arrestations? Si il est lui-même informé et qu'il autorise ces arrestations parfois, et je dirais que ce n'est pas normal, ce n'est même pas bien pour son image, ce n'est pas bien pour l'image du pays. Ou bien on le met devant le fait accompli et bon, il prend acte, je n'en sais rien. Mais il faut que ces éléments cessent. Et accuser quelqu'un de porter atteinte à la sécurité de l'État, c'est une accusation très grave. Et je ne crois pas qu'ils aient les éléments nécessaires pour pouvoir, si c'est une démarche d'intimidation, c'est possible, mais on n'en a pas besoin. Il faudrait qu'on puisse à un moment dire, ça suffit. Il faut que nous puissions faire autrement les choses dans l'intérêt de notre pays. Et ce que nous faisons, et que le régime le comprenne, et que le président de la République le comprenne, que UNIR le comprenne. Nous ne sommes pas dans une démarche de destruction de notre pays. Nous sommes dans une démarche dans laquelle tous nous pourrions construire le pays sans qu'aucune tendance ne puisse confisquer le pays. Actuellement, on a le sentiment que c'est une tendance qui a confisqué le pays. Ce n'est pas bien pour nous tous. Vous parlez tout le temps d'image de notre pays, vous parlez de l'image de l'actuel chef de l'État. Quelle est en réalité la place de l'image de l'actuel chef de l'État ou tout simplement de l'État togolais en politique? Est-ce que c'est important? Pour moi, c'est très important. Je veux être fier qu'on dise je suis fier d'être togolais. En tout cas, je ne sais pas comment les autres le ressentent. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je le dis, si j'étais, disons, je suis de l'opposition, mais si j'ai un président qui s'illustre par ses qualités démocratiques, etc., je suis à l'extérieur et on en parle, je dirais, ah, c'est une très bonne chose. Notre président est comme ça. Et je dirais, il est à l'image de l'ensemble des Togolais. Vous voyez? Et pour moi, ça compte beaucoup. Je ne sais pas si pour les autres, ça ne veut rien dire. Et personnellement, je suis très attaché à mon pays. Et je vous dis quelque chose, peut-être je vous révèle quelque chose qui est personnel. Quand j'ai fini mes études universitaires ici, je devais continuer en France. J'avais dit que je mettais ma vie entre parenthèses. Le fait de quitter le Togo pour aller faire le 3e cycle, je disais que je mettais ma vie entre parenthèses. Je suis
profondément attaché à mon pays. De sorte que tout ce qui irait dans le sens donc, de ternir cette image me gêne personnellement. Et ce qui peut le valoriser, moi j'y tiens. Voilà. Quand on parle de restrictions ces derniers temps, ce qu'on voit le plus, c'est sur le plan politique, les interdictions aux manifestations, notamment. On sait que le Togo a connu des manifestations par le passé. Beaucoup de Togolais sont souvent sortis manifester. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les Togolais demeurent dans cet état d'esprit-là? Est-ce qu'ils peuvent encore sortir aussi massivement pour manifester? Si dans le contexte actuel, si nous prenons le contexte actuel, si on devrait organiser une manifestation, je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'on puisse mobiliser beaucoup de Togolais comme on a pu le faire par le passé. Il faut être honnête. Mais tout change, tout est question de circonstances. Il faut que nous puissions encore parler avec la population et que nous puissions également, par nos comportements, susciter davantage de confiance de la part de cette opposition et pour qu'on puisse éventuellement faire des manifestations qui puissent aussi obtenir l'adhésion populaire. Et vous savez, la manifestation en soi ne peut pas être un objectif. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas manifester s'il n'y a pas une raison réelle de manifester. Et si vous manifestez, c'est l'expression aussi d'une revendication politique. Mais si vous trouvez d'autres moyens de pouvoir le faire, vous ne le ferez pas. La manifestation, en réalité, c'est comme, je dirais, en droit du travail, quand il y a grève, la grève n'est pas en quelque sorte le début donc, de la crise. C'est parce que peut-être on n'a pas trouvé d'autres moyens de régler ce conflit collectif qu'on en arrive à la grève. De sorte que les manifestations, c'est peut-être un stade déjà avancé. Donc, quand vous trouvez d'autres moyens de pouvoir discuter, de pouvoir obtenir ce que vous voulez, ce n'est pas la peine d'aller vers les manifestations. C'est vrai que les objets pour lesquels les Togolais ont souvent manifesté, ces objets pour certains demeurent, mais vous, personnellement, quand vous regardez un peu les dernières actualités, notamment de la classe politique, de l'opposition, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un certain discrédit qui s'est jeté sur un certain nombre d'acteurs au point de démotiver les Togolais? C'est exact. Il y a beaucoup d'éléments, effectivement. Et j'en faisais allusion dès le départ, lorsque je disais que certains acteurs politiques de l'opposition se sont trompés d'adversaires. Il y a eu parfois des affirmations sans fondement, des accusations, et qui, au lieu de... qui en réalité n'ont pas servi à souder l'opposition, qui ont entraîné des divisions au sein de l'opposition. Moi, j'ai une conviction. Je n'ai pas besoin de salir l'autre pour pouvoir avancer. Mais quand on pense que c'est en disant du mal de l'autre qu'on peut avancer, bien évidemment, et ça arrive à une crise de confiance. Nous avons souvent parlé d'une crise de confiance entre le régime et l'opposition. Aujourd'hui, il y a lieu de reconnaître aussi qu'au sein de l'opposition, il y a une réelle crise de confiance. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait une prise de conscience générale donc pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases, autant du côté de l'opposition que du côté du régime, pour que nous fassions du développement de notre pays une préoccupation partagée. Quand on parle de régime, cette semaine, un ministre vous a invité, le ministre de l'administration territoriale, à discuter de l'organisation des élections régionales. On sait que UNI est prête à participer à cette élection-là. Est-ce que votre parti, le PSR, est aussi prêt? Non, dans les conditions actuelles, non, évidemment. Dans les conditions actuelles, non, évidemment. Mais si nous parvenons à ouvrir des discussions sérieuses qui permettent de faire autrement les choses, et bien évidemment, nous irons à ces élections. Et notre rencontre avec monsieur le ministre, en tout cas à s'en tenir à ce qui a été dit là, donne l'impression qu'il n'est pas totalement fermé à cette éventualité, puisque les questions qui ont été évoquées là-bas débordent largement la question des élections régionales, et il avait dit qu'il en prenait acte et qu'il allait rendre compte au Conseil des ministres, puisque ce que nous étions en train de dire semblait dépasser donc ses compétences en tant que ministre de l'administration. Et donc,
quand il rendra compte au Conseil des ministres, et certainement si le Conseil des ministres saisit du dossier et que nous parvenons donc à faire de réelles discussions, et évidemment, ça pourrait permettre d'avancer. Et qui sait, je ne veux pas forcément lier les deux, mais c'est possible. À cette rencontre, nous avons insisté sur la nécessité de libérer donc nos camarades qui étaient détenus. Et plusieurs partis politiques sont intervenus dans ce sens. Je l'ai personnellement fait également. Et c'est vrai, le ministre disait que ce n'était pas le cadre, mais notre préoccupation, c'était qu'ils transmettent ce message au chef de l'État que nous ne pourrions pas continuer dans ces conditions. Nous n'avons pas fait, comme on pourrait dire, un préalable, mais nous lui avons dit qu'il était indispensable de libérer nos amis qui étaient détenus. Et il se pourrait que cela ait joué, pourquoi pas. C'est vrai que les deux responsables ont été libérés. C'est vrai que aussi les élections régionales sont des préoccupations pour un certain nombre d'acteurs. Quand vous parlez de discussion, vous avez discuté de quel point par exemple? Non, en réalité, les discussions au fond n'ont pas commencé. Je sais. Il a parlé des élections, nous avons parlé du cadre électoral qu'il faut revoir, par exemple. La modification même, nous sommes allés jusqu'à parler de la modification de la Constitution. Ces éléments ont été, il y a plus d'une dizaine de points qui ont été recensés. Les questions des libertés, ces questions des manifestations, tous ces éléments ont été abordés. Donc il avait dit, il a pris note, il a relu tous ces points. Et bon, je n'ai pas la liste devant moi ici. Il dit qu'il allait rendre compte. Donc, c'est de redéfinir, si vous voulez, ces questions et ce débat. Nous avons parlé du code électoral, nous avons parlé de la Constitution, nous avons parlé des libertés, nous avons parlé même de la gouvernance sociale, économique, comme ces éléments qui nous préoccupent. Il avait dit qu'il allait rendre compte. Voilà, nous attendons le retour. Je pose la question parce qu'à chaque élection venant de l'opposition, on entend souvent des demandes liées à l'amélioration du cadre électoral. C'est pourquoi je pose la question. Parce qu'on sait que dans ce pays, il y avait eu un moment où l'opposition avait obtenu 8 représentants à la CENI, mais ça n'a pas permis à ce que cette opposition-là participe pleinement, finalement, aux élections, notamment les législatives et puis par la suite. Oui, je crois qu'il y a eu peut-être un malentendu ou une situation regrettable dans le cadre de ces élections qui ont eu lieu. Et j'ai eu à dire que probablement ceux qui nous ont servi également de médiateurs dans cette crise, en tout cas dans le dialogue que nous avons eu, finalement ne nous ont pas suffisamment aidés. Parce que entre ce qui a été dit et finalement ce qui a été fait, et je crois que il y a eu véritablement, je ne veux pas dire trahison, mais en tout cas il y a eu un malentendu. Et parce que si il n'y avait pas eu un certain nombre d'affirmations, d'engagements, peut-être que les discussions auraient pu se faire autrement. Et vous savez, s'il est possible qu'on discute entre nous, faisons ces discussions. Et vous savez, la C14 à un moment donné, ce qui restait de cette C14, l'avait compris. C'est ce qui avait expliqué, avait justifié notre démarche. Nous étions allés voir le chef de l'État, avec qui on avait discuté directement. Et séance tenante, nous avons obtenu des avancées. Malheureusement, et ce rapport permanent qui aurait pu continuer d'exister, et nous n'avons pas pu, ce rapport n'a pas été suffisamment entretenu. Et je me rappelle, ce jour-là, je lui avais dit, puisque j'insistais sur quelque chose, je lui avais dit, et ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de vous rencontrer, laissez-nous insister sur cette question. Il avait dit à l'époque, écoutez, professeur, je suis là. Si vous voulez venir me voir, je suis là. Je crois que... Non, vous voulez le revoir? Mais si nous devons ouvrir des discussions, parce que moi, ma conviction, c'est que toutes les fois que nous discutons avec les ministres, tant qu'ils ne donnent pas son accord, vous pouvez tout dire, les ministres ne cèdent pas. Réalité. Et pourquoi pas, dans ces conditions, pouvoir le rencontrer lui-même, lui exprimer nos préoccupations. Donc vous pensez que les élections locales, les élections régionales, par exemple, en parler, c'est directement avec le chef de l'État? Pas forcément. Il y a des questions sur lesquelles, lorsqu'on ne s'entend pas, ou lorsqu'on sent qu'il ne bouge pas, si on le rencontre, il est probable, en tout cas il est possible que les choses puissent avancer.
Regardez, cette fenêtre de recensement qui a été ouverte entre-temps avant les élections locales, c'est lorsqu'on l'avait rencontré qu'on l'a obtenu. Parce que les ministres nous avaient dit, et continuent de dire non. Séance tenant ce jour-là, même en notre présence, le ministre avait dit non, qu'on ne pouvait plus faire cela, mais il avait demandé qu'il y ait une fenêtre, qu'on trouvera le temps nécessaire de le faire. Mais malheureusement, si les discussions, le contact avaient continué, peut-être qu'on aurait trouvé les meilleures modalités pour le faire. Il a donné son accord, mais par la suite, ils l'ont fait, mais pas de façon aussi pertinente que nous l'aurions souhaité. Voilà, donc je demeure convaincu que si nous avons des contacts avec lui, il est fort probable que nous puissions faire avancer davantage les choses. Merci beaucoup, professeur Wolukomi. Je rappelle que vous êtes du PSC et qu'à partir de cet instant, les auditeurs vont intervenir dans le débat comme c'est de tradition. J'ai des questions qui sont laissées par un certain nombre de Togolais qui nous regardent à travers le monde. Je profite pour saluer ceux-là qui nous regardent, notamment en Europe et aux États-Unis. Et ceux qui sont à Lomé ou dans les régions environnantes, vous pouvez intervenir sur 96 50 34 37 et puis 72 43 09 70. C'est Romaric Freitas qui va se charger de me transmettre les appels. Romaric, est-ce que nous avons un premier auditeur? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous allez parler un peu plus fort, vous allez vous présenter et puis après vous posez votre question. Oui, bonjour, le grand frère Pierrot. Oui, allez-y. C'est Rodrigue, depuis Albert Mochiga. Oui, allez-y. Je salue votre invité. Bonjour. Je l'ai suivi religieusement. Juste une question que je voudrais lui poser. Aujourd'hui, après tout ce qu'il vient de développer, qu'est-ce qu'il pense que l'opposition peut faire afin de venir à bout de ce pouvoir aujourd'hui? Merci et bonne émission. Bien, merci pour la question. Il a noté sans doute qu'il va, il va y répondre tout de suite. Allez-y, professeur. D'accord. Qu'est-ce que l'opposition peut faire pour venir à bout donc, de ce pouvoir? Vous savez, l'opposition ne peut pas venir à bout du pouvoir sans le peuple. Et pour venir à bout du pouvoir avec le peuple, il faut regagner la confiance du peuple. Et pour regagner la confiance du peuple, il faudrait que nous, entre nous, opposants, qu'on sache que dans nos divergences, nous ne sommes pas des ennemis. Et nous ne devons pas chercher à nous détruire les uns les autres pour pouvoir obtenir l'adhésion du peuple. Qu'on sache que chaque responsable politique de l'opposition a ses partisans. Peu importe leur nombre, il a leur partisans. Mais dès lors que vous vous attaquez indûment à l'un des partisans, vous n'allez pas vous attaquer plutôt indûment à un dirigeant. N'attendez pas à ce que sa base se rallie à votre cause. Et c'est justement pour cette raison que dans les critiques que nous pourrions nous faire mutuellement en tant que parti de l'opposition, nous devons le faire de façon raisonnable et savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ensuite, pouvoir mobiliser la population par un langage soutenu, mobiliser la population par des propositions concrètes, qu'on sache que nous sommes dignes de confiance. Je crois que ce sont les pistes de réflexion que je peux lancer. Un deuxième auditeur. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'accorde. Oui, vous êtes à l'antenne et parlez. Et votre question? Moi aussi, ma question besoin est de mon prédécesseur. La réponse que l'invité a donnée, je donne le sens que l'opposition a tellement de problèmes. Si l'opposition veut avoir la confiance de la population, depuis le temps directement, tous ces gens qui sont dans l'opposition, qui participent à des élections, qui ne gagnent jamais, eux-mêmes, ils parlent de l'union de l'opposition, sachant bien que ce n'est pas fini, et ils aussi gagnent des élections et organisent toujours des élections. Et après des élections, les opposants sont arrêtés, les participants aux élections, la population arrêtée. Mais ça continue et encore pas toujours des élections. Moi, je voudrais savoir quelle est la position de nos opposants. Parce qu'il y a des gens, après les élections, il y a toujours des arrestations. Est-ce qu'on va continuer comme ça et les gagnants sont toujours des gagnants et les gens qui sont toujours arrêtés sont arrêtés et accusés?
Donc, je voudrais avoir quelques explications. Bien, merci, Javagos, pour votre intervention. Voilà, et je crois que si nous disons que ce ne sont pas des élections, il faut trouver d'autres voies. Et relativement à cette question, je crois que vous me l'avez déjà posée, où j'ai dit pour moi, ce sont les voies démocratiques et les élections constituent ces voies démocratiques. Maintenant, qu'est-ce qui fait que lors de ces élections, souvent nous ne parvenons pas à renverser les tendances? C'est vrai, nous avons parlé des conditions d'organisation de ces élections. Donc il faut toujours lutter pour pouvoir obtenir ces meilleures conditions d'organisation des élections et chercher les moyens qui nous permettent d'être beaucoup plus présents encore sur le terrain. Et vous savez, la lutte politique n'est pas une lutte des individus. Des individus peuvent passer, mais la lutte se poursuit. Avec certitude, nous mettrons fin, si vous voulez, à ce régime. Quand je dis régime, cette façon de faire en quelque sorte dans notre pays. Avec certitude, nous avancerons. Mais quand est-ce qu'on pourrait l'obtenir? Le plus tôt serait le mieux. Et c'est justement pour cette raison que nous devons nous mobiliser davantage. Mais si nous nous décourageons et que nous laissons tomber, bon, c'est que nous donnons plus encore du temps au régime pour qu'il demeure. Voilà. Il y a la question de Boris Nyama. Il a posé deux questions. Je vais lire ces deux questions. D'abord, la première partie de la question, c'est par rapport aux prochaines élections au Togo. Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre pour que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat une prochaine fois à une élection? Et ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, chaque opposant dit qu'on n'a pas d'infrastructure adéquate pour la population. J'aimerais savoir si vous vous attendez à être élu d'abord avant de construire des salles de classe, par exemple, dans un village. Ok. Merci beaucoup. Je commencerai par la dernière question. Pour dire à celui qui a posé cette question... Il s'appelle Boris Nyama. Boris Nyama, ce n'est pas une insulte, mais cela prouve qu'il ne connaît pas les mécanismes de fonctionnement de l'État, en principe. Ce n'est pas un parti politique qui construit des écoles. Ce sont les impôts que tous nous payons qui permettent de construire les États, de construire les infrastructures. Quand vous demandez à un responsable politique comme moi de construire une école, peut-être que je pourrais le faire éventuellement dans un village. Le Togo, ce n'est pas un village. Le Togo, c'est tout le territoire togolais. Ce qu'on demande donc à l'État, c'est de gérer convenablement le fruit du travail de tous pour pouvoir faire des infrastructures. Cette question que vous avez posée indique que vous ne savez pas comment fonctionne l'État. Et le chef de l'État, sa mission n'est pas de construire une école par lui-même. Il gère les fonds de l'État togolais. Et lorsque parfois on fait une réalisation quelque part, on dit chef de l'État, c'est parce que les gens ne connaissent pas le mécanisme, les gens ne connaissent pas le fonctionnement. C'est pour cela que nous devons éclairer la population. Construire une école n'est pas une faveur que le chef de l'État fait à une population. Construire un hôpital n'est pas une faveur, c'est son devoir en faisant une gestion rationnelle et transparente des moyens mis à sa disposition par le travail de tous. Et donc, votre question me semble mal placée. Deuxième élément, quelles mesures nous prendrons pour que le président de la République ne soit plus candidat aux prochaines élections? Personnellement, je n'ai aucun moyen pour l'empêcher d'être candidat aux prochaines élections. Et j'ai eu à le dire tout à l'heure, il serait légitime de notre part de le lui demander, mais je ne peux pas l'empêcher d'être candidat aux prochaines élections. Voilà. Bien, merci. Nous allons retourner au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Pierrot. Oui, on vous appelle comment? Oui, allez-y. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, j'ai dit que Bukavu et son second a été arrêté. Ça ne pas fait un mois, on les a libérés. Il y a d'autres détenus politiques qui sont à prison. Il y a plus de temps, plus d'un an, plus de 2 ans. Quelle idée qu'ils en font? C'est ma question. Bien, merci pour la question. Effectivement, vous avez raison de poser ce problème. Et en réalité, ce n'est pas que ces questions ne nous préoccupent pas. Elles nous préoccupent. Et souvent, lorsque ces problèmes sont posés,
on vous dit que ce sont des questions de justice. Et la dernière fois, lorsque nous avons rencontré le ministre, en parlant des discussions, nous avons toujours dit mesures d'apaisement. Mesures d'apaisement pour nous, c'est de libérer tous ceux-là qui sont arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Lorsqu'on avait rencontré le chef de l'État, il disait avant les élections locales, on l'avait dit. Parfois, vous le dites, on libère certains, d'autres sont toujours en prison. Et toutes les fois qu'on se voit, on se rencontre dans cette discussion avec le ministre de la Justice par le passé, c'est souvent des batailles de chiffres. Eux, ils diront que c'est tel nombre de personnes qui sont en prison. Nous dirons que ce n'est pas ça. Et nous avions dans nos rangs également des personnes qui sont chargées, donc qui ont ces listes, qui ont ces statistiques avec précision. Nous continuons de demander cela. Malheureusement, et trop souvent, quand vous en parlez, on vous dit que ce ne sont pas des détenus qui sont retenus sur le plan politique. Même s'agissant de Adjamabo, on nous avait dit, lors de notre rencontre, que ça n'avait rien de politique. C'est vrai que nous n'étions pas d'accord avec eux. Et mais justement, sur la définition même du statut du détenu politique, il y a une confusion. Récemment, le ministre Christian Trimon, il a donné sa position. Il dit qu'il n'y a pas de détenu politique autour. Non, vous savez, lorsque dans le cadre des manifestations comme celles envisagées, et qu'on arrête les gens, et que nous ne voyons absolument rien qui puisse étayer, vu les pratiques antérieures de ce régime relativement à ceux qui sont souvent arrêtés, et bien évidemment, pour nous, c'est une démarche politique. Nous n'avons jamais caché le fait que la justice est instrumentalisée au Togo à des fins politiques. Et nous le disons, nous le réitérons. Malheureusement, cette justice fonctionne mal. Pourquoi je le dis ainsi? Ils savent ce que je dis, même si le contexte, c'est vrai. Un juge d'instruction, en réalité, est considéré comme un juge du siège et qui peut trancher en toute liberté. Il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Ce n'est pas le cas du procureur de la République, qui, lui, en réalité, peut recevoir des instructions du ministre de la Justice. Or, nous le savons, nos juges d'instruction sont souvent soumis, en quelque sorte, indirectement, à l'avis du procureur de la République. Et si le procureur de la République reçoit des instructions, alors que le juge d'instruction, libre de prendre cette décision, se soumet à la volonté du procureur de la République, finalement, c'est que la justice est soumise au gouvernement. Et même si le conteste, c'est comme ça notre justice marche au Togo. Et toutes ces raisons font qu'il faut revoir les choses, il faut le faire autrement. Et le collègue Trimon ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire qu'il y a des détenus politiques. Il joue, il est dans son rôle. Et je crois que cela ne suffit pas à nous détourner de notre lutte. J'ai également d'autres questions qui sont laissées par les auditeurs, notamment à côté. Qu'est-ce qui pourrait amener les autorités à poser des actes sans avoir recours à la loi? Vous savez, lorsque on a un sentiment qu'on est tout puissant et qu'on n'a pas des comptes à rendre, parfois on se comporte d'une certaine manière sans mettre les gants, en disant personne ne fera rien. Donc je peux manifestement violer la loi, sachant que je n'ai pas de compte à rendre. Et je crois probablement que c'est ce qui conduit les autorités à se comporter de cette façon. Si ceux qui procèdent aux arrestations font des perquisitions sans mandat, s'ils savaient que la justice leur dira la procédure a été irrégulière, on remet tout à zéro. Tous les actes que vous avez faits sont annulés. S'ils pensaient un seul instant que le juge pourrait le leur dire, je crois qu'il se méfierait. Il ne se comporterait pas de cette façon. Malheureusement, nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle les juges pourraient le faire. Et quand je le dis ceci, je les interpelle aussi individuellement. Parce que la tentation pour tout pouvoir politique, c'est de pouvoir maîtriser, dominer également le pouvoir judiciaire. Et il appartient à ce pouvoir judiciaire de dire non. Donc, c'est vrai, ce sont des magistrats, ce sont des hommes, mais ce sont des hommes aussi qui ont une certaine autorité, qui peuvent dire non. Mais si toujours ils font la volonté du pouvoir politique, le pouvoir politique ne pourra qu'en profiter. Voilà. Le téléphone, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, votre question? Oui. Bon, je salue maître. Oui, bonjour. Bon, je pense que ce que vous venez de dire tout à l'heure, bon, pour l'élection de 22 février, c'est passé pour le PSR.
Je pense que pour M. le professeur Oulou, il est devenu un malheureux. D'ailleurs, ce volet malheureux, quoi. Un candidat malheureux. Donc, nos opposants aiment cet adjectif-là, être malheureux. Bon, concernant tout à l'heure dans la C14, je l'avais bien dit et réitéré que la C14 était un peu aveugle. C'est-à-dire, vous faisiez la pratique et sans théorie. Ça, la pratique sans théorie est aveugle. Vous-même, vous le savez ça. Maintenant, avec tout ça là, comme l'élection présidentielle s'est passée, est-ce que vous êtes en train de donner, je pense, l'idée de créer un regroupement? Pour le nouveau regroupement maintenant, quelle sera sa nature? Quel sera son objectif? Et avec qui les composer? Et pour aboutir à quoi? Donc, cette préoccupation-là, j'aimerais que vous nous donniez ça, et pour qu'on sache comment l'opposition pourrait encore démarrer sa compétition même, parce qu'elle se compétit elle-même. Bien, merci Pelé pour la question. Merci beaucoup. Et je crois qu'il a dit un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Nous aimons le qualificatif de malheureux, candidat malheureux. Ce n'est pas mon cas, M. Pelé. Et la C14... Non, mais vous avez compris quand même le sens de sa question. Peut-être que... Non, il dit que nous... Oui, mais puisque par exemple, depuis les années 90, oui, à chaque fois l'opposition dit que les conditions ne sont pas réunies, mais elle participe à la suite à ces élections et au final, les résultats sont connus. Oui, ce reproche est souvent fait à l'opposition. Vous dites que les conditions ne sont pas réunies, je ne vais pas aux élections. C'est ce que vous souhaiteriez. Je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie. Et il faut obtenir un minimum possible et aller lutter. Bon, peut-être qu'on aura d'autres occasions pour revenir. Pas de problème. D'accord. Ces 14 aveugles, c'est aussi votre position. Mais des regroupements sont en train d'être créés. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment informé. Bien, donc... de ces regroupements. C'est vrai qu'il y a des contacts, des discussions bilatérales parfois, mais un projet de regroupement, à ma connaissance pour l'instant, je ne suis pas informé. Est-ce qu'il y a des chances que le Togo ait de nouveaux regroupements au niveau de l'opposition? Je ne peux pas dire dans l'absolu non, mais il faudrait véritablement dans ces conditions qu'il y ait un travail de prise de conscience parce que beaucoup aujourd'hui sont réservés par rapport à ces regroupements. Il y a la question de Donatien, il nous a écrit par WhatsApp, pourquoi l'université, de par le passé, de manière inavouée, fait fuir des étudiants de par la pratique du LMD mal ficelé. Et puis il continue, pourquoi le système n'a pas été homogène, mais les facultés, les départements ont eu la latitude de faire le LMD comme ils le veulent, n'est-ce pas un désordre organisé ou une volonté manifeste de faire du mal à la relève? Pourquoi certains professeurs ou docteurs ne veulent pas que les jeunes deviennent comme eux et valablement les remplacer pour servir le Togo? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'accusations sur cette question que je ne peux pas répondre vraiment à toutes ces questions, mais il est toujours difficile. Je n'ose pas croire qu'il y ait un enseignant qui cherche à faire échouer ses étudiants. Il se pourrait peut-être qu'il y ait un problème de communication, mais moi je serais heureux que ceux que j'ai enseignés deviennent mes collègues. Et aujourd'hui à la faculté de droit, ils sont très nombreux, ceux que j'ai enseignés, parfois même depuis la première année de droit, qui sont actuellement enseignants avec moi. Et je dirais aussi qu'on n'a pas laissé la latitude à chaque faculté de faire ce qu'il veut. Il existe un certain nombre de règles élaborées par l'université et même dans la sous-région, et règles auxquelles toutes les facultés sont soumises. Donc, dans la mise en œuvre de ces règles, maintenant, il peut y avoir certains ajustements qui restent quand même dans le sens des orientations données par l'université. Peut-être qu'il n'a pas toutes les informations nécessaires. Un jour, on pourrait organiser un débat sur le LMD. Voilà. De l'auditeur qui était sur WhatsApp, on passe à cet autre auditeur, lui, sur Facebook. C'est Doudi Kodjo. On a toujours dit que l'opposition n'a pas de représentants dans les bureaux de vote. Est-ce que M. Oulou sait que les fonctionnaires, les enseignants qui acceptent être représentants des partis politiques dans les bureaux de vote sont mutés après les élections? Oui, j'avoue que ça arrive parfois.
où certains enseignants qui militent pour, ou peut-être qui militent pour l'opposition, et parfois ils sont mutés, c'est vrai. Mais cela ne peut pas être en quelque sorte un obstacle. Si beaucoup d'enseignants décident de faire les choses dans la transparence, certainement qu'ils seront si nombreux que la mutation n'aurait plus de sens, en quelque sorte. Et quand on s'engage dans une lutte, il y a des sacrifices que nous devons faire et que nous faisons ensemble. Les responsables politiques aussi font ces sacrifices et chaque citoyen doit pouvoir faire le sacrifice pour le bonheur de nous tous. Le téléphone encore. Après Pelé, un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Papa Sodine, comment vous allez? Oui, je viens vous suivre. Oui, allez-y. Bon, je remercie beaucoup l'invité. La question que moi je vais poser à celle-ci, tout récemment, le chef des partis politiques a dit de laisser, enfin, lui ne veut pas s'intervenir pour dire qu'on n'a pas libéré nos 2 personnes arrêtées. Donc, de laisser la justice dire son droit. Est-ce que le professeur, lui, croit que vraiment la justice peut dire droit dans cette affaire? Merci. Merci, Papa Sodine. D'accord. Et j'ai eu déjà à le dire que ce n'est pas une affaire strictement civile et qu'il n'y ait rien de judiciaire et qu'il n'y a pas d'interférence politique. C'est une affaire qui a une connotation politique également. Et de sorte que, je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûr que la justice puisse convenablement faire son travail dans cette affaire. Et c'est justement pour cette raison que les démarches politiques doivent se poursuivre de sorte qu'on puisse trouver une solution et qui nous permette d'avancer ensemble. Après Sodine, Papa Sodine, un autre auditeur. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Monsieur Kolani, allez-y. Ah, ok. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur Kolani. Oui, professeur, vous savez que la participation des élections passées, quand on voit le taux de participation de la population, ce qui s'est passé, à cette population, si on ne trouve pas la vérité des urnes, vous pensez qu'elle sortira encore, quel que soit l'unicité de l'opposition antérieure maintenant. Parce que ce n'est pas une question de l'opposition, hein. C'est une question de la population. Pour se retrouver dans cette division, c'était l'aubaine. Quel que soit ce qui s'est passé, quand on nous dit les militants ainsi que les uns les autres, les militants, oui. Les leaders, c'est autre chose. Ils doivent être au-dessus de la mairie. Au-dessus de la sécurité. Mandela disait, un leader, quand il est devant, dessus les militants, vous avez une vision pour le peuple. Ouais, cette vision-là, les élections que nous sommes partis tous, ce qui s'est passé, les résultats ne sont pas encore sortis, on vient encercler la maison de quelqu'un, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça devient un rapport de force. On devait tous ensemble s'unir pour demander la vérité des résultats, pour dire que la DMK a gagné ou bien a gagné. Non. En ce moment, ça c'est une table de... On devait se retrouver aujourd'hui sur une table. Peut-être c'est une transition. Parce que l'Uni n'accepterait jamais qu'ils ont gagné et qu'on a gagné. Donc quand il y aura cette force-là, on devait s'asseoir pour faire une transition. Mais vous avez perdu le bel là. Même quand la C14 existait, qu'est-ce que le président français a dit? Le président français a dit, c'est pas parce que vous sortez dans la rue que vous pensez que vous êtes majoritaire. Allez-y dans les urnes. Finalement, on a vu ce qui s'est passé dans les urnes. Soyons plus sincères. Mais aujourd'hui, quel que soit la transparence que le pouvoir la mettra en place, vous pensez qu'après les élections, ils peuvent dire que j'ai gagné? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Donc moi, vos réflexions maintenant, si vous ne venez pas derrière, vous demandez le contentieux là, pourquoi on le libère là, ce contentieux là, il faut qu'on le voit. Si vous ne faites pas ça, je ne suis pas sûr que il aura connu les choses au Gauche et vous aurez participation de la population. Bien, Kolani, oui? on a noté. Merci. D'accord. Et je crois que dans ce qu'il a dit, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous convergeons. Les leaders doivent être au-dessus de la mêlée. Je ne dis pas le contraire. Et c'est au niveau de ces leaders que je dis qu'il y a certaines attaques qui, en réalité, ne devraient pas se faire. Autre élément, il a dit que nous devons demander la vérité des urnes. Vous voyez, peut-être que parfois on n'a pas tous les éléments. Dans le cas de ces élections, c'était notre position avec un certain nombre de partis politiques.
Mais on nous a demandé de reconnaître d'abord de dire que c'est M. Agboyome qui a gagné les élections. C'est à cette condition qu'on peut se réunir pour réclamer la vérité des urnes. Il y a des débats qui ont eu lieu et peut-être qui échappent au public sur lesquels je ne reviens pas. En réalité, je n'aime pas tout parfois ces détails parce que ces discussions ont eu lieu. Sur l'expression même à utiliser, à un moment donné, exiger la vérité des urnes, c'est que vous dites que Agboyome n'a pas gagné. Quand vous demandez, nous voulons la vérité des urnes, c'est qu'on estime que vous dites que Agboyome n'a pas gagné. Et sur cette question, des leaders politiques qui ont fait l'objet d'insultes, etc. Et c'est pour cela, pour que l'opposition soit unie, je le disais à demi-mot, il faut que nous puissions nous retrouver, discuter, savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ce n'est pas que certains vont prendre la décision et que d'autres s'alignent et que certains posent des préalables. L'expression vérité des urnes, c'est ce qui a été utilisé par certains leaders politiques ici et qui ont été pour cette raison agressés verbalement parce qu'ils n'ont pas dit que Agboyome a gagné. Voilà. Et donc, et sur la question de la remobilisation de la population, vous savez, et si la population se décourage et qu'elle ne veut plus du tout se remobiliser, bien évidemment, c'est que notre lutte sera encore plus longue. Parfois, nous-mêmes, nous nous posons la question, est-ce que vraiment les efforts que nous sommes en train de faire, est-ce que ce ne sont pas des efforts vains puisqu'on n'obtient pas les résultats? Mais il arrive que certaines personnes vous disent, si vous n'étiez pas là pour faire ça, peut-être que la situation aurait été encore plus grave. De sorte que, personnellement, je continue la lutte. Si je n'y parviens pas, d'autres prendront la relève. Voilà. Un autre auditeur. Allô? L'auditeur, on ne l'a pas encore. On sait que nous sommes à quelques jours maintenant de Noël, des fêtes de fin d'année, et des mesures restrictives ont été annoncées par les autorités. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par ces mesures qui ont été annoncées quand on sait que dans des pays voisins, les autorités n'ont pas les mêmes approches avec le coronavirus? Oui. Vous savez, il faut dans cette situation parler vraiment avec prudence. Je dirais que on peut supposer que la période des fêtes, pendant la période des fêtes, on se laisse souvent aller et qu'il pourrait y avoir des débordements. De ce point de vue, que des mesures spécifiques soient prises pendant les périodes des fêtes peuvent se comprendre. Mais quand on voit l'évolution des mesures qui ont été prises depuis le début, il faut faire attention pour que ça ne devienne pas une discrimination. Parce que, vous savez, il y a les libertés fondamentales. On peut apporter des restrictions aux libertés fondamentales, mais à certaines conditions. Que ces restrictions soient justifiées, d'une part, et d'autre part, que les restrictions soient proportionnelles au but poursuivi. Dès lors que les restrictions dépassent le but poursuivi, ça devient alors en ce moment un abus. Et autre élément, lorsque dans des conditions, circonstances similaires, identiques, vous interdisez des activités religieuses et que vous permettez d'autres activités, ça devient une discrimination. Ça devient une stigmatisation, une discrimination en ce moment religieuse. Je crains qu'actuellement, nous soyons en train de dépasser les restrictions nécessaires pour aller dans une logique de discrimination. Lorsque deux activités peuvent se faire dans des conditions identiques et qu'on interdit des activités religieuses dans les mêmes conditions, ça devient véritablement une discrimination. Et vous voyez, par rapport au nombre d'églises ouvertes, au nombre de mosquées ouvertes, ça me pose un problème. Plus il y a d'ouverture d'églises, plus il y a d'ouverture de mosquées, moins il y a de chances de concentration. Parce que si dans un quartier, il y a 3 mosquées, vous en ouvrez une, vous en fermez 2, il y a plus de chances que les fidèles se regroupent dans la seule mosquée. Et de ce point de vue, c'est le respect des mesures barrières et le respect des distances requises. Moi, je peux m'inspirer de ce qui se passe dans mon église. Là où sur le banc, il y avait au départ 5 ou 6 personnes, aujourd'hui, on n'en a que 2 depuis que cela a été ouvert. Au début même, il faisait, je crois, 3 cultes
ou 4 cultes, les durées étaient réduites, de sorte à éviter les concentrations. Je crois que c'est dans cette logique qu'il faut y aller. Sinon, je crains véritablement qu'on ne dépasse les restrictions nécessaires et indispensables pour aller dans une discrimination. Vous parlez des églises, sans doute que vous êtes un fervent croyant, mais ce qu'on retient beaucoup plus pour le Togolais lambda, c'est d'abord le couvre-feu qui a été installé. Oui, je disais ceci relativement au couvre-feu, étant entendu que c'est pendant les périodes de fête, limité dans le temps, on peut le comprendre, parce que tout le monde sait, pendant les périodes de fête, c'est une autre psychologie. On se laisse aller et il y a parfois des débordements. Je peux de ce point de vue comprendre les décisions prises par le gouvernement. Et si c'est limité dans le temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Le téléphone. Allô? Oui, bonjour. Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez un poste récepteur à côté, vous voudrez bien l'éloigner. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et je pense que avant les élections passées, le 22 février, vous étiez côté opposition, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. J'étais opposition. Il y a le docteur Agoyomé et M. Fabre, et bon, M. Katona, M. Lou, par exemple. Monsieur Président, après l'autre là, bon, c'est pas bon. Vous êtes ici, n'est-ce pas, côté opposition. Bon, est-ce que M. Agoyomé est en train de mentir qu'il a gagné les élections à votre niveau? Et même quand il aurait dit ça, c'était l'avantage de l'opposition. Pourquoi vous ne devrez pas s'aligner derrière lui? C'est ma question. Ou bien on a compris le sens de la question. Oui, je crois que je comprends, il dit même si Agoyomé avait menti, il fallait qu'on s'aligne derrière lui. Je n'ai pas dit qu'il a menti. Lorsque vous faites des affirmations, il faudrait que lorsque vous venez devant la presse, lorsque vous venez devant, en tout cas vos interlocuteurs, que vous puissiez apporter des éléments permettant de soutenir ce que vous dites. Et le précédent intervenant demandait la vérité des urnes. En réalité, c'était notre position, la vérité des urnes. Parce que relativement aux procès-verbaux dont nous avions à notre disposition au départ, en réalité, les premières tendances nous ont amené à faire une déclaration que nous avons des tendances qui nous permettent d'espérer. Par la suite, quand nous avons appris ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, nous avons eu les éléments, nous nous sommes rendus compte que les choses se sont passées dans une situation totalement d'irrégularité. Et dans ces conditions, si on parlait d'une seule voix, on serait assis, discuter et trouver quelle est la stratégie qui nous permet tous ensemble de parler d'une seule voix. Et nous n'étions pas fermés à cette démarche. Je suis allé chez M. Agoyomé, il est venu chez moi, j'ai reçu une de ses délégations, nous avons discuté, mais les suites qu'on aurait dû donner, ce sont eux qui n'ont jamais donné de suite à nos discussions. Mais en tant que chef de parti politique, je ne peux pas admettre que quelqu'un prenne une décision, que je vienne simplement m'asseoir, poursuivre. Et dans ces conditions, vous voyez qu'il serait difficile qu'on puisse avancer. Et quand on me pose des questions sur ce que nous faisons, il faut que je sois en mesure de répondre. Mais lorsque je ne suis pas associé aux décisions et que je dois simplement suivre, je ne peux pas aller dans cette logique. Bien, merci. Il y a cette question de Joseph Komiagbezo. La question, c'est sur vos rapports avec le président de l'université du Bénin, le président de l'université de Lomé. Il dit, le président de l'université de Lomé est du côté du régime et vous êtes un opposant. Quels sont... vous avez compris. Est-ce que cela ne perturbe pas, par exemple, les activités au sein de la faculté de droit? Non, je dis, je ne suis plus doyen de la faculté de droit, c'est clair. Quand bien même, quand j'étais doyen, je crois que ça ne nous a pas empêché de travailler. Et donc, sur le plan personnel,
j'ai de bonnes relations avec le président de l'université. Et il est évident aussi que nous avons des divergences sur un certain nombre de points, non pas même sur le point politique, mais peut-être même au niveau de l'université, sur un certain nombre de choses, nous avons des divergences. Et je crois que les divergences ne sont pas des obstacles aux relations humaines ou des obstacles aux relations personnelles. Toutes les fois que nous nous rencontrons, c'est avec courtoisie que nous nous parlons mutuellement. Il y a la question de Romarixon à l'Oignon, et cette question depuis l'Allemagne. Monsieur Oulou, vous connaissez toute la misère de notre peuple, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre tous, vous les opposants, ensemble pour donner un message clair à ce peuple pour qu'il se libère? Qu'est-ce qui vous empêche de servir notre peuple? Voilà la question, telle que c'est libellé. Je dirais que la réponse est difficile, puisque ça ne dépend pas de moi. Pour que tous les opposants parlent d'une même voix, il faut que tous les opposants l'aient décidé. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais ce que je peux, mais malheureusement, c'est un problème assez profond. Voilà. Parlons un peu de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest a été, jusqu'à une époque récente, cité un exemple, un modèle, quand on parle de démocratie. Il y a des difficultés depuis quelque temps, et même le Ghana a eu des difficultés. Cette semaine, on a vu des manifestants au Ghana. Je disais tantôt qu'on a cru à un moment donné que ce sont des militants de la C14 qui étaient dans les rues de Lomé. Comment comprenez-vous tout cela? Vous savez, la démocratie demeure une conquête permanente. Et il n'est pas exclu un jour que des avancées soient remises en cause. Mais il faudrait en toutes circonstances que les institutions puissent se placer au-dessus des considérations partisanes. Et c'est cette indépendance des institutions qui permettra de faire taire ceux qui véritablement ne veulent pas respecter les principes démocratiques. Et donc rien n'est acquis. Et effectivement, dans la sous-région aujourd'hui, on constate vraiment un recul, il faut le dire. Et les pays dans lesquels il y a eu limitation des mandats, les gens ont réussi à faire sauter les verrous pour avoir un troisième mandat. Et je crois que, personnellement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Il faut que nos dirigeants prennent de la hauteur et qu'ils sachent que nous ne sommes que des hommes. Un dirigeant, un président de la République n'est pas un super homme. Ses capacités ne sont pas forcément au-dessus de tous, et que nul n'est irremplaçable. Est-ce que le Ghana, par exemple, aurait été contaminé? Je ne peux pas dire que le Ghana a été contaminé. Et ceux qui manifestent peut-être ont leur raison. Mais laissons les institutions pouvoir trancher dans de bonnes conditions et rapporter des éléments de preuve et trancher dans de bonnes conditions. Mais quand on parle des institutions aussi du côté du Ghana, en réalité, ceux qui ont organisé les élections, cette fois-ci, ont eu des difficultés au niveau de la commission électorale. Il y a eu des dissensions. Oui, et c'est vrai, mais on ne peut pas comparer cette situation à celle que nous connaissons au Togo ici. On ne peut pas comparer ces situations. Et si on parvient même à avoir des dissensions, et de sorte que on ait quand même des éléments qui permettent d'évaluer, d'apprécier objectivement, et ce serait déjà un pas. Mais le Ghana doit faire extrêmement attention pour que il n'y ait pas de problème là-bas non plus. Nous aspirons véritablement à aller tous de l'avant et non pas qu'il y ait des reculs. Or, aujourd'hui, il faut le constater, même dans les pays dans lesquels on pensait que tout était déjà bon, il y a des signaux inquiétants. Il y a des auditeurs qui me pressent à me poser une question, et c'est une question qui ne m'intéresse pas trop, mais malheureusement, je vais devoir vous la poser. Cette question sur les 30 millions au moment de la C14, et on cite votre nom quelque part. Est-ce que vous voudrez en parler? Si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. J'avais déjà dit que pour ceux qui veulent que les choses avancent, il y a des questions que l'on n'aborde pas. Et j'avais déjà dit au moment où la question s'était posée que 30 millions, ce n'est absolument rien pour moi. Mais j'ai affirmé ceci. Si un chef d'État de la sous-région, dans le cadre de la lutte politique, décidait de me financer
je suis preneur parce que je suis persuadé que cela n'aurait aucune incidence sur mes convictions. Et j'avais même dit, je crois, sur New World TV, que quand vous voyez l'histoire de la Bible, David a été aidé par Jonathan, alors que Jonathan était le fils même de son ennemi. Lorsqu'on est sûr de cette conviction, ce n'est pas l'argent qui vous détourne de vos convictions. Et donc, ceux qui reviennent sur cet élément, qu'ils sachent ce qui est important, ce qui n'est pas important dans la vie d'une nation. Voilà ce que je voudrais dire. Et que je leur dise que je n'ai bénéficié personnellement d'aucun, un rond même de ces éléments. S'ils pensent qu'on a pu, ou quelqu'un a pu s'enrichir de 30 millions de francs. Voilà. Nous parlions de la CEDEAO, des difficultés, mais il y a quand même une exception. Le Niger, par exemple, et le président du Niger qui n'a pas voulu se représenter une nouvelle fois, c'est une source d'espoir pour la sous-région. Oui, mais je crois qu'il est plus sensible à la question parce que l'un de ses prédécesseurs en a déjà été victime. Vous avez vu ce que le président Tandja a voulu faire à son temps. Il y a eu un putsch. Je crois qu'il aurait fallu, vous m'excusez l'expression, qu'il soit totalement autiste ou peut-être mi-idiot pour qu'il s'engage dans cette voie. Et l'expérience nigérienne fait que je ne crois pas qu'un président nigérien oserait aller aujourd'hui encore dans cette direction. Mais il faudrait que nous puissions admettre cette culture. 10 ans au pouvoir, c'est beaucoup, c'est suffisant. Et que nul n'est irremplaçable. Est-ce qu'on peut avoir peur pour le Bénin? Le moins que je puisse dire, c'est que je ne suis pas rassuré. Honnêtement. Je ne suis pas rassuré. Et j'espère qu'ils trouveront une solution pour que le Bénin aussi ne connaisse pas toutes les difficultés. Et vous savez, moi j'ai une analyse que je dirais peut-être démocratique, une certaine analyse de la démocratie. Lorsque il y a des dispositions qui limitent les libertés, lorsqu'il y a des dispositions qui limitent le nombre de candidatures, alors qu'en réalité, l'expression d'une candidature, c'est aussi l'expression d'une liberté politique. Et j'ai eu à dire, je fonctionne sur la base des principes juridiques. S'il est admis qu'on peut apporter des limitations à des libertés fondamentales, c'est à la double condition que ces limitations soient justifiées et que ces limitations soient proportionnées. Il faut comparer ce que l'on perd par rapport à ce que l'on gagne. Ce sont des critères sur le plan juridique qui permettent d'accepter certaines limitations. Et pour le cas du Bénin, j'ai peur. Il nous reste encore 2 minutes et je voudrais que vous nous dites votre message. Et comme responsable politique, votre message aux Togolais à la veille des fêtes de fin d'année et de la nouvelle année, puisque sans doute on n'aura pas la chance d'organiser une autre émission avec vous. Effectivement. Et à tout le peuple togolais, je souhaite de bonnes fêtes. Et je souhaite aussi, vous savez, moi je suis un croyant, la protection du Seigneur. Et je sais que la paix, la véritable paix, est celle qui vient d'abord du cœur. Et donc cette paix du cœur, je la souhaite à chacun d'entre nous. Et que je demande aussi que chacun d'entre nous, dans ces moments difficiles, puisse prier aussi pour notre pays. C'est fondamental. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Merci. Oui, il y aura Noël. Et puis après, il y aura Nouvel An. Et ça va être la fête, même s'il y aura couvre-feu à partir de 22 h chez vous. C'est quoi au menu? En la matière, je ne suis pas décideur. Je ne suis pas décideur et je laisse ceux qui décident prendre les mesures nécessaires. Vous vous contentez de ce qu'on vous propose? Mais effectivement, je crois que les maîtresses de maison sont celles qui décident souvent. En tout cas, chez moi, sont celles qui décident en la matière. Je lui fais entièrement confiance et je sais qu'elle fera ce qui est bon pour tous. Merci d'être venu, professeur Woulou Komi. Et je rappelle que vous êtes du PSR. L'émission s'achève. Elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour la dernière émission de cette année 2020. Au revoir. Au revoir. Merci.
Merci.